Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 22 novembre, sur le salon de l'éducation et plus précisément sur le stand du ministère de l'Éducation nationale. Troisième émission, troisième sujet et un sujet passionnant, un sujet d'envergure. Il s'agit des nouveaux lycées. Il y aura plusieurs émissions d'ailleurs qui traiteront de cette thématique aujourd'hui. Alors pour en parler autour de moi ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités de choix. Tout d'abord, l'inspecteur général chargé de la mission du bac général et technologique. Il s'agit de Jean-Charles Ringard. Bonjour, bienvenue d'être avec nous. Merci beaucoup. Et puis, à vos côtés, le proviseur du lycée Gutenberg à Créteil. Il s'agit de Julien Lalive. Bonjour et bienvenue. Merci à tous les deux d'être présents sur cette table ronde. Alors, je précise que la table ronde est également diffusée en direct sur les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence, et donc vous pouvez liker, partager, intervenir, poser des questions à nos invités, tout simplement en vous connectant au @éducation-france. Voilà, et bien c'est parti, on y va messieurs. Le nouveau lycée, qu'est-ce que c'est? Le nouveau lycée, pourquoi on parle de nouveau lycée, Jean-Charles Ringard? Alors en fait, on parle de nouveau lycée pour au moins 3 bonnes raisons. La première, c'est qu'il s'agit de faire passer à la fois le lycée et les lycéens dans le XXIe siècle. Vérité de la palisse, nos lycéens d'aujourd'hui sont des jeunes du XXIe siècle. Donc en quoi le lycée les aide, les prépare à rentrer dans le XXIe siècle? Première idée. La deuxième idée, pour mieux rentrer encore dans le XXIe siècle, il faut faire en sorte que l'articulation entre le lycée et l'enseignement supérieur soit une articulation beaucoup plus dense. Donc c'est deuxième raison, en quoi le lycée aide, facilite la réussite vers l'enseignement supérieur. La troisième raison, les jeunes du XXIe siècle, ce n'est pas notre génération. Bien. Eh bien ces jeunes-là, d'abord il faut leur faire confiance, sans doute plus confiance qu'antérieurement, et en faisant confiance, il faut les amener aussi à mieux les accompagner, et vraisemblablement aussi à leur donner des perspectives de choix d'enseignement dans lesquels ils peuvent davantage s'épanouir, et s'épanouissant davantage, la réussite sera davantage au bout. Voilà les 3 bonnes raisons qui font qu'aujourd'hui, nous avons la chance en France d'avoir un lycée qui s'ouvre vers les perspectives du XXIe siècle, c'est-à-dire qui concourt à sa manière au développement du pays. Alors concrètement, qu'est-ce qui change dans votre lycée, le lycée Gutenberg à Créteil? Alors, il y a beaucoup de choses qui changent puisque les enseignements changent, les programmes ont changé, l'organisation en elle-même du lycée a changé. Alors ça dépend un petit peu des voies. En voie technologique, effectivement, il y a des changements de programme, etc. Mais c'est peut-être un peu moins systématique et systémique que pour la voie générale. Mais pour la voie générale, on n'a plus de filière. Jusqu'à maintenant, on était habitué au système des filières où après la seconde, les élèves allaient soit en S, soit en ES, soit en L. Effectivement, ce système-là n'existe plus et est remplacé par un système de spécialités que les élèves choisissent, 3 en première et ensuite 2 en terminale. Ils en gardent 2 pour la terminale. Et vous voyez que tout ça reconfigure beaucoup les choses dans notre organisation du lycée, dans ce qui est offert aussi aux lycéens. Donc ça change pour les élèves, ça change pour leurs parents, parce que pour eux aussi, c'est une révolution, parce que la filière, quelque part, c'est ce qu'ils ont toujours connu, donc ça rassurait. Ça ne veut pas dire que c'était rassurant, mais ça rassurait de continuer ce qu'on avait toujours connu. Et puis ça change aussi pour les professeurs. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien de l'équipe pédagogique, par exemple dans votre lycée? Alors, ça change beaucoup de choses. D'abord, ça change dans la préparation des élèves, c'est-à-dire qu'en seconde, il y a toujours eu un travail important qui est fait sur l'orientation pour les élèves. Là, nécessairement, ce travail se reconfigure, s'approfondit, et comme le disait monsieur l'inspecteur général, on est beaucoup plus dans une perspective de l'enseignement supérieur, et cette articulation avec l'enseignement supérieur se prépare et se pense dès la classe de seconde. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. Bien entendu, ça change dans les enseignements parce qu'on n'est plus tout à fait dans les mêmes programmes, il y a un certain nombre de choses qui changent. La classe aussi, c'est une interrogation et c'est quelque chose qui est en train de se reconfigurer aussi, notamment en classe de première, puisque les élèves maintenant ont de l'enseignement commun, mais ils ont aussi des enseignements de spécialité, et donc ils peuvent avoir des parcours très différents. Jean-Charles Ringard. Dans la notion de changement, moi je voudrais insister là aussi sur 3 changements fondamentaux, y compris parce que ce sont des variations de repères par rapport, je répète, à ce que nous avons connu.
à ce que les parents des élèves ont connu. Nos références. Nos références. L'ancien temps. Voilà, l'ancien temps, exactement, l'ancien temps. Les 3 changements principaux, je vais prolonger ce que dit le proviseur. 1, il y a un changement de structuration du lycée. La seconde, en fait, la seconde prolonge le collège. Mais en même temps, elle aide à rentrer dans le lycée. Il n'y a pas de variation spectaculaire, si je puis dire, en termes d'organisation pédagogique, en termes de volume horaire. En revanche, et je le dirais aussi secondairement, il y a aussi de nouvelles disciplines qui apparaissent, en particulier le numérique et la technologie, et SES en particulier. Donc on a la seconde qui est une entrée dans le lycée, mais en même temps le prolongement du collège, et après, effectivement, le cycle terminal première, première terminale, effectivement, il est davantage modularisé. Et cette modularisation, c'est une aide à la préparation de l'enseignement supérieur. Ça, c'est un vrai premier changement d'organisation du lycée et de structuration de la formation. Le deuxième changement, c'est les programmes. Je disais tout à l'heure, il s'agit de faire rentrer le lycée dans le XXIe siècle. Bon, ben donc, effectivement, les programmes s'adaptent à la réalité. Je prends 2-3 exemples. Comment aujourd'hui un lycée du XXe siècle ne va pas aborder les problématiques de développement durable? Comment aujourd'hui un lycée du XXIe siècle ne va pas aborder les grands enjeux du monde contemporain? Comment un lycée ne pourrait pas préparer les élèves aux défis du numérique et qu'ils soient eux-mêmes de véritables acteurs? Donc, ça veut dire changement de programme qui s'adapte, en quelque sorte, à la réalité. Puis il y a un troisième changement qu'a évoqué le collègue proviseur, vu du côté des élèves. Nous avons, quand on était dans la logique de série, seconde, première, terminale, une unité qui s'appelle la classe. Bien. En seconde, pas de problème. Je suis dans une classe, la seconde A, j'ai l'ensemble de mes 11 professeurs et j'ai toujours un prof principal. Pas de souci. Arrivé en première terminale, il se trouve que comme le ministre a souhaité valoriser le choix des élèves comme étant un déterminant essentiel dans le cursus première terminale, à concurrence de 12 heures sur 28 heures en première, 12 heures sur 28 heures en terminale. Cette notion de choix fait que par conséquent l'unité de classe, je vais reprendre l'expression d'un journal national bien connu, la classe en première terminale a volé en éclats. Et alors? Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui ont toujours besoin de cette référence unique et uniforme que constitue la classe? Nous avons, au niveau du comité de suivi qu'a installé le ministre, comité de suivi de la réforme, nous avons entendu des jeunes du Conseil national de la vie lycéenne. Bien, la problématique sociale n'est pas la nôtre, je le réitère. Bien sûr qu'ils ont besoin de points de repère, ça c'est évident. Mais l'unité de classe, si je suis en voie générale, c'est environ 9h30 sur les 28 heures. Si je suis en voie technologique, c'est à peu près 8 heures sur les 28. Cette notion de classe, en fait, elle est variable, elle est à géométrie variable. J'oserais presque dire qu'elle est autant à géométrie que ne sont les réseaux sociaux dans lesquels s'inscrivent les jeunes d'aujourd'hui. Donc, certes, il n'y a pas les mêmes, s'agissant de la classe, les mêmes rappels de références que nous avons connues, c'est d'autres références qui participent aussi, j'insiste, sur cette mobilité sociale dans laquelle les jeunes d'aujourd'hui s'inscrivent. On parlait à l'instant de mixité avec la précédente table ronde qui était consacrée à l'engagement, au parcours d'engagement à travers notamment le service civique, mais aussi avec la création du SNU. Là aussi, finalement, ce que vous venez de dire pointe un point commun, c'est-à-dire la mixité. C'est-à-dire que oui, l'unité de classe, les S se retrouvent entre eux, les L se retrouvent entre eux, et puis le sujet de l'école inclusive, c'est l'école par classe, au sens aussi classe sociale. Et donc effectivement, c'est intéressant de voir que les mots ont du sens et que dans les faits, les jeunes sont plutôt dans le désir de mixité, dans le désir de rencontre. On l'a vu à travers le témoignage du jeune qui avait fait sa première version du SNU. Et il y a véritablement ce désir de sortir de cette unité qui est un petit peu étroite.
Est-ce que c'est la confirmation dans les faits au sein du lycée Gutenberg? Je vous le confirme, effectivement. Pour le coup, c'était à mon avis une préoccupation d'adultes, d'enseignants et de nous, éducateurs, de se dire mais voilà, cette classe qui va un peu éclater, effectivement, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et visiblement, et à mon avis assez clairement, ce n'est pas un sujet pour les élèves. Et voilà, j'ai commencé mes conseils de classe de première générale, j'ai demandé à chaque fois aux élèves, alors le fait que vous vous retrouviez avec d'autres élèves, que voilà, que vous ne soyez pas toujours ensemble, et voilà. Il y en a qui m'ont regardé, l'air de dire mais c'est quoi votre question? C'est pas voilà, un sujet. Voilà. En même temps, ce sont des jeunes qui sont quand même dans le lycée. Ils sont dans le même établissement. Enfin, et souvenez-vous, comme vous y étiez dans vos lycées, vous connaissiez les autres jeunes, comme bien même ils n'étaient pas dans votre classe. C'est ça. Et puis ils se retrouvent par moment dans un groupe, après c'est dans un autre groupe, il y a une classe quand même avec un certain nombre d'enseignements communs. Ce n'est pas une difficulté. En revanche, il y a une vraie conséquence. Une vraie conséquence dans l'organisation du lycée tel qu'il était conçu. Oui. Et en particulier, des inquiétudes ont germé, y compris encore maintenant, sur qu'est-ce que c'est que le conseil de classe d'aujourd'hui, en première et en première. Qu'est-ce que c'est être prof principal aujourd'hui en première et l'an prochain en terminale. Évidemment, vous comprenez bien que autant la notion de classe et de professeur principal a sans doute tout à fait sa légitimité actuelle en seconde encore, autant, s'agissant de la première et l'an prochain de la terminale, c'est-à-dire le cycle terminal, ces notions qui ont une certaine historicité doivent bouger. Donc, force est de constater qu'aujourd'hui, un des effets induits de la réforme, notamment sur l'unité de classe, fait que nous devons repenser la notion de conseil de classe et nous devons repenser la notion de professeur principal. D'ailleurs, à cet égard, lorsque le ministre a souhaité, le 24 septembre 2019, installer un comité de suivi, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Quel était le signe du ministre par rapport à ça? Très simple. Nous avons lancé une réforme, les textes ont été votés, et le cadre est fixé, y compris par la loi, mais force est de constater qu'au fur et à mesure de la mise en œuvre, il y a sans doute besoin ici d'ajuster, là d'écouter le terrain. C'est l'intérêt de ce comité de suivi. Et force est de constater que le premier sujet qui a émergé en octobre, c'est est-ce qu'on peut faire évoluer les conseils de classe? Est-ce qu'on peut faire évoluer la notion de prof principal? C'est le sujet sur lequel nous travaillons. Et je pense que le comité de suivi va suggérer prochainement un certain nombre d'hypothèses, hypothèses sur lesquelles le ministre pourra se prononcer assez prochainement aussi. Il est important de rappeler, Jean-Charles Ringard, que vous vous déplacez régulièrement sur le terrain. Hein. C'est-à-dire que véritablement, cette réforme du lycée, des lycées, du nouveau lycée, nécessite fatalement des ajustements. C'est-à-dire qu'il y a une intention que vous avez clairement explicité au départ, notamment de faire entrer les jeunes, ils y sont déjà, mais d'inscrire finalement l'enseignement dans le 21e siècle, et avec tout ce qui s'ensuit, mais aussi, voilà, ça ne se fait pas en soufflant dessus, il faut des ajustements. Quels sont les ajustements éventuellement que vous avez pu mettre en place au sein du lycée Gutenberg, ou qui seraient nécessaires peut-être au sein du lycée Gutenberg pour encore favoriser, optimiser justement ce passage, cette transition? Alors, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de points à voir, mais effectivement, on avance en marchant. On découvre des sujets, effectivement, qu'il va falloir approfondir. Alors, si on reprend sur le conseil de classe et le professeur principal, pour l'instant, moi, sur mes premiers trimestres, on a gardé une organisation habituelle, voilà, pour voir aussi un peu comment ça allait se passer. Voilà, est-ce qu'on arrivait toujours à tenir des conseils de classe normalement, etc. Et puis, dès le mois de janvier, on va se poser un peu, faire un bilan de ces premiers conseils de classe et se dire, voilà, est-ce que c'est pas l'occasion aussi de réfléchir à quoi sert un conseil de classe, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire évoluer dans ce conseil de classe? On est quand même dans quelque chose d'assez très traditionnel, et puis voilà, il y a des choses à travailler dessus de toute façon. Donc c'est une réflexion, et pour le coup, cette réforme nous incite quand même justement à repenser nos organisations pédagogiques, à repenser le suivi de l'élève, à effectivement qu'est-ce que c'est que suivre un élève? Est-ce que ça doit être que sur une seule classe? Est-ce que ça doit être première terminale? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, et c'est à travailler dans les établissements avec les équipes. Sur ce point, je voudrais à nouveau rebondir sur la dernière formule du proviseur. Il a dit suivre les élèves. L'un des enjeux de la réforme, c'est de mieux accompagner les élèves. Bien sûr. Bon. J'oserais presque dire que nous aurons réussi cette réforme quand les élèves nous diront on a été mieux accompagnés.
parce que des dispositifs se sont mis en place entre la seconde, première terminale, l'accompagnement pour l'orientation, l'accompagnement personnalisé si je suis en difficulté temporaire sur telle ou telle discipline. Le fait que je répète, c'est un choix fort de cette réforme, que je puisse choisir des enseignements. Est-ce que vous avez dans votre cursus antérieur choisi des enseignements? Bien. Là, il y a une opportunité exceptionnelle qui est donnée aux jeunes. Mais en partant d'un postulat, et là, il ne faut pas leurrer la jeunesse. Le postulat est celui-ci. À partir du moment où je choisis, ça veut dire que je suis motivé dans ce choix. C'est un choix mûri. Je choisis, je suis motivé, donc les probabilités de réussite sont meilleures. Ce qui veut dire que les choix qui sont offerts aux jeunes, c'est aussi une manière de leur faire confiance, mais en même temps une manière d'élever le niveau de formation. Parce que ce lycée qui nous fait rentrer dans le XXIe siècle doit aussi contribuer, tant d'un point de vue culture générale que d'un point de vue enseignement de spécialité progressivement, nous amener à élever le niveau de formation générale. Alors, on parle des spécialités depuis tout à l'heure. Il y en a quand même beaucoup. On a, c'est vrai, le choix. Et j'avoue que ça me donnerait presque envie de repasser mon bac, tellement, effectivement, les spécialités sont intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes? Dans le cadre du bac technologique, on a art, biologie, écologie, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Non, ça c'est dans le bac général, pardon. Je me trompe, excusez-moi, hein, je reformule. Humanité, littérature, philosophie, langue, littérature, culture étrangère et régionale, littérature et langue et culture de l'Antiquité, mathématiques, numérique et sciences informatiques, donc physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur et sciences économiques et sociales. Waouh! Quel programme? C'est un menu à la carte, oui, ça? Absolument. Il y en a 12, dont une biologie écologique qui est directement liée à l'enseignement agricole et 11 qui concernent l'éducation nationale. Sur les 11 de l'éducation nationale, 3 sont entièrement nouvelles. Aujourd'hui, un jeune peut faire de la géopolitique, ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, un jeune peut faire du numérique et sciences informatiques, ce n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, un jeune peut faire un travail entre littérature et philosophie. Philosophie en première, ce qui n'existait pas avant. Donc on a là une possibilité de choix ouvert, mais en même temps, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que le contenu des enseignements de spécialité sont aussi des contenus adaptés, j'insiste, sur l'idée que nous avons du développement du jeune, sa contribution pour le développement du pays dans le XXIe siècle qui s'ouvre à nous. Bien sûr, on voit bien qu'effectivement, ça correspond aux enjeux actuels. Hein. Mais alors, ça veut dire qu'on peut prendre biologie, numérique et géopolitique ? Oui, c'est le principe effectivement d'un menu à la carte. En tout cas, l'élève se compose son menu. Après, c'est à lui et on l'accompagne pour ça, pour faire ses choix. Voilà. Après, il peut y avoir plusieurs critères dans les choix qui sont faits. Mais effectivement, c'est ce choix-là qui est offert aux élèves. Et effectivement, je pense que c'est extrêmement important d'avoir conservé cette idée que ce soit l'élève qui choisit, en tout cas l'élève et sa famille qui choisit. C'est extrêmement important. Et là, les premiers retours qu'on a sur les enseignements de spécialité, ce que nous disent les enseignants, eh bien, c'est que le groupe est finalement assez cohérent en enseignement de spécialité. C'est-à-dire qu'ils ont des élèves qui sont motivés, qui ont choisi cet enseignement-là. Ça leur plaît en général. Alors, il y a des inquiétudes aussi parce que, comme le dit monsieur l'inspecteur, le niveau est quand même assez élevé, enfin le niveau d'exigence est assez élevé, mais d'un autre côté, pour l'instant, on a des élèves qui s'accrochent. Voilà, on espère que ça sera le cas jusqu'à la fin de l'année. Bon, c'est pas dans tous les enseignements de spécialité, après il y a des petites choses, voilà, en mathématiques c'est peut-être plus compliqué, mais... Et là, pour le coup, alors encore une fois, c'est que des premiers éléments et c'est très partiel, mais c'est plutôt, je trouve, assez rassurant et assez intéressant de noter ça. Voilà, la motivation des élèves quand ils ont choisi leur enseignement de spécialité, le fait qu'il y ait une exigence derrière, mais qu'ils veulent s'accrocher à cette exigence-là et voilà, faire le travail qui est nécessaire et qui est demandé. Le fait que le proviseur dise, finalement, les jeunes se sont emparés de cette carte, carte, pas menu, carte des enseignements de spécialité. Concrètement, les données de la rentrée maintenant sont connues, ils sont même publiés. Eh bien, les jeunes en combinaison, il y a 11 enseignements de spécialité, je peux faire X combinaisons. Bien sûr. Et je suis sûr que vous avez les chiffres. Absolument. 460 combinaisons en France. Wow. 460. D'accord ? Il y a des combinaisons reines ? Bien sûr. Celles et ceux qui pensaient, il y a quelque temps, que finalement,
le nouveau lycée allait reproduire quasiment à l'identique les ex-série S, c'est-à-dire maths, physique, SVT, les ex-série Sciences Éco et les ex-série EL. Un jeune sur deux n'a pas reproduit le système antérieur. Ça veut donc dire qu'ils se sont emparés de ces choix. Bien sûr. Mais s'ils se sont emparés de ces choix, il y a un autre signal qu'ils nous donnent. Et le signal, c'est de dire « ça répond à mes besoins ». Bon, ben si ça répond à ses besoins, j'ai la faiblesse de penser que finalement le lycée est en train aussi peut-être de répondre à leurs besoins. Première idée qu'il faut retenir. La deuxième idée, c'est que, là encore, le chef d'établissement dit pour l'instant, il s'accroche. Il y a de l'exigence. C'est exact. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une volonté, à travers le tronc commun et à travers les enseignements de spécialité, d'élever le niveau. Donc, quand un jeune choisit tel enseignement de spécialité, il le fait parce qu'il en a envie. Il le fait parce que sans doute aussi, il se projette, ou en tout cas il commence à se projeter sur l'enseignement supérieur. Donc, on élève un petit peu le cran. Et ceci pour l'ensemble des enseignements de spécialité. Mais il va encore avoir la chance, entre la première et la terminale, et ceci à la fin du second trimestre de cette année scolaire, de se dire, parmi les 3 que j'ai choisis cette année, des 3, je vais en garder 2. Donc on va passer à un cran supplémentaire, et c'est un cran de spécialisation, hein, vous avez bien compris. De 3, je passe à 2, donc j'affine encore mon projet. J'affine encore l'idée que j'ai de me projeter dans l'enseignement supérieur. Et je complète juste en disant que ce n'est pas choisir, choisir pour renoncer. Là, pour le coup, on choisit pour choisir encore plus son métier, finalement. C'est ça. Hein, c'est très important ce que vous dites. Oui. Je vais le reprendre à mon compte. C'est pas un choix par renoncement. Non. C'est un choix par intérêt, par motivation. Plus on aime, plus on sera pertinent dans le métier. Et dans la construction du projet de l'élève, c'est effectivement quelque chose de très important, puisque jusqu'à maintenant, on avait les élèves de seconde qui devaient choisir leur filière. Très souvent, quand même, c'était souvent un non-choix, finalement. C'est-à-dire que voilà, on est bon élève, on va en S. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Je ne sais pas, je verrai plus tard et je me déciderai plus tard de ce que je veux faire. Mais comme voilà, S, ça ouvrait, soi-disant, à tout, on faisait ça. Là, effectivement, on choisit les enseignements de spécialité en seconde, donc déjà on commence à se poser des questions, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller, etc. Et effectivement, après en première, de nouveau, il faut se poser la question. Donc ça veut dire voilà, qu'on a un travail à faire, nous, évidemment, d'accompagnement, mais l'élève aussi doit se dire, ah voilà, bon, alors voilà, j'ai choisi ces 3-là, maintenant il faut que j'en garde 2, je veux me spécialiser dans 2, à quoi ça peut m'amener, qu'est-ce que je peux faire après, voilà. On est dans un travail et dans un accompagnement tout au long du lycée sur cette question de l'enseignement supérieur et de l'accès à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'on n'est plus à « je me pose la question en seconde » et puis après, je me reposerai la question en terminale. Et juste, comment se sentent aujourd'hui les jeunes? Est-ce que vous pouvez justement un petit peu les capter de temps en temps, comme ça, un peu dans les couloirs, pour voir comment ils se sentent? Qu'est-ce qu'ils en disent de ces spécialités? Est-ce que véritablement elles sont à la hauteur de leurs espoirs? Parce que moi, quand je lis le programme, j'ai envie de tout faire. Mais est-ce que eux, ils ont finalement le contenu qu'ils attendaient? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils ont envie? C'est important de donner envie d'aller jusqu'au bout. Les capteurs que j'ai pour l'instant sont encore une fois partiels, mais pour l'instant le retour est plutôt positif visiblement de la part des élèves. Encore une fois, ils ont l'air intéressés, ils ont l'air motivés par la spécialité qu'ils ont choisie. Alors effectivement, avec ce que je disais tout à l'heure en disant « Ah oui, c'est dur quand même ». Enfin voilà, il y a du travail, il y a faut travailler, faut y aller, le rythme est quand même assez soutenu. Mais encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de décrochage, c'est-à-dire que j'ai pas d'élèves qui me disent « Ah non, mais vraiment, c'est pas possible, etc. » Jean-Charles Lagarde, vous vouliez réagir? Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, mais puisqu'on est dans les enseignements de spécialité, on a beaucoup évoqué enseignement de spécialité et voie générale. Je rappelle quand même que dans les lycées d'enseignement général et technologique, il y a donc la voie technologique. Bien sûr. Bon. Et c'est une voie aussi d'excellence. Quand je suis élève de seconde, je peux donc choisir à l'issue de la seconde ou la voie générale avec les 11 enseignements de spécialité qu'on a évoqués tout à l'heure, mais je peux aussi choisir la voie technologique. Il faut savoir, dans notre pays, valoriser la voie professionnelle qui est une voie d'excellence et valoriser la voie technologique qui est aussi une voie d'excellence. Les jeunes qui choisissent la voie technologique, ils se destinent vers des études supérieures de santé, vers des études supérieures de gestion, de design, d'industrie. On a besoin de ce capital de ressources humaines.
Et quand je lis ça, vous voyez, il y a Est-ce qu'on peut rappeler justement toutes ces spécialités possibles Oui, je vais en citer quelques-unes. Vous voyez, si j'insiste sur cette voie technologique, c'est qu'il ne faudrait pas, et je m'adresse aux familles, qui dans quelques mois vont se poser la question parce que leur enfant est en seconde, vont se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais la voie générale ou je fais la voie technologique? On a une tendance en France, mais c'est historique ça, de considérer finalement que le lycée c'était la voie royale, c'était la série S, et on a aussi considéré que finalement, pour réussir, il fallait faire la voie d'enseignement général. Nous, ce que nous disons dans cette réforme, qui vaut à la fois le lycée général et technologique, plus le lycée d'enseignement professionnel, j'insiste aussi là-dessus, le ministre a engagé une réforme du lycée d'enseignement professionnel, de transformation de la voie professionnelle. Mais à l'intérieur du lycée général et technologique, on a la voie technologique, c'est-à-dire on peut faire par exemple sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, ce qu'on appelle dans notre jargon STI 2D. C'est une voie d'avenir celle-ci. Bien sûr. A-t-on ou pas besoin de techniciens? A-t-on ou pas besoin d'ingénieurs qui demain seront sur tel ou tel chantier naval pour faire les bateaux des uns et des autres? Bon, on a besoin de cette vitalité industrielle. Est-ce qu'on a besoin du design aujourd'hui? Il n'y a pas un objet. Il n'y a pas un cadre qui ne se fait pas sans une réflexion de type design. Eh bien, il y a une formation qui s'appelle effectivement Sciences et technologies du design et des arts appliqués. Autrement dit, ce message-là veut dire que moi qui suis élève de seconde, et finalement, je trouve que j'ai besoin de concret, ou en tout cas, j'ai déjà une certaine idée du métier que je veux faire, y compris m'engager, pas simplement au nom des humanités ou de l'académisme des connaissances, mais dans des connaissances qui servent. Voilà une voie sur laquelle nous devons les uns les autres sans doute davantage la promouvoir. Sachant qu'il y a quand même un socle de matière générale très conséquent qui place quasiment au même niveau la filière générale et la filière technologique. Alors, je voudrais juste, et ça c'est pour mon plaisir, revenir sur ce qu'est la définition de la réussite, parce que finalement, c'est là qu'est l'enjeu. La réussite pour les uns n'est pas nécessairement la réussite de l'autre. On parle de plus en plus des jeunes qui ont envie d'être créateurs d'entreprises. On parle aussi de parcours atypiques. La réussite, c'est pas nécessairement de travailler pour un très gros salaire, mais c'est aussi pouvoir faire ce qu'on aime. Voilà, quelle serait finalement la définition de la réussite au regard de cette transformation du lycée? Je pense que le point important, c'est de rappeler et de le dire, c'est que la réussite, elle est multiple. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le disiez, il n'y a pas une voie de réussite, il n'y a pas un seul chemin pour réussir. Et puis, voilà, donc ce lycée permet ça, justement, de se dire, voilà, je peux réussir en faisant différentes voies, que ce soit la voie technologique, qui effectivement est une voie d'excellence. Moi, j'ai la filière santé sociale dans mon établissement. J'ai des anciens élèves qui font des parcours brillants de réussite, qui deviennent infirmières, qui deviennent infirmiers, ensuite cadres de santé, etc., qui ont des très beaux parcours. Et la réussite, voilà, elle est multiple, effectivement. On était dans un ancien modèle où on avait tendance un petit peu à formaliser la réussite, ou en tout cas à considérer qu'il n'y avait qu'une seule possibilité de réussite et qu'en gros, si on n'allait pas en S, finalement, on avait un peu raté des choses. Et je trouve ça intéressant qu'on soit dans cette multiplicité des réussites possibles des élèves. Alors, je voudrais... Pardon, je vous écoute. Moi, je ferai une adéquation stricte, si je puis dire, prendre une référence mathématique. J'ai réussi si je suis épanoui. Oui, voilà. Bien sûr. Bon. Or, vous avez un lycée qui vous offre le choix. Je choisis ce que j'aime. Je choisis là où j'ai une appétence, j'ai un intérêt. Eh bien, à partir de ce moment-là, on peut sans doute considérer que je vais davantage m'épanouir. J'entends souvent, quand je vais sur le terrain, des jeunes me dire, mais finalement, on peut s'embêter ici, je ne sais pas forcément ce que je veux faire, etc., etc. Il y a là une vraie opportunité. Il faut que les jeunes se saisissent de ce lycée. C'est eux qui feront vivre le lycée. C'est pas nous. Nous sommes plus de cette génération-là. C'est les jeunes qui vont le faire vivre, qui s'emparent de cette réussite à travers, effectivement, toutes les possibles. Lorsque le ministre a pris la décision de rénover le lycée, il a pris appui sur un rapport qui s'appelle le rapport Pierre Mathieu, que je salue,
qui a ouvert en quelque sorte cette réforme. Et dans le rapport Pierre Mathieu, il y avait une expression que je trouve très intéressante. Il disait « Nous allons reconstruire le lycée des possibles ». Et à partir du moment où nous construisons un lycée des possibles, on va aussi, je pense, favoriser l'éclosion, l'épanouissement des jeunes. C'est quand même ça l'enjeu. Puis il y a une deuxième remarque. Quand je parle d'épanouissement, ce n'est pas simplement l'épanouissement cognitif. Bon. Et comme le disait fort bien le proviseur tout à l'heure, vous avez bien compris qu'il y a des variations d'unité de classe, d'unité de groupe. Ça veut dire que l'épanouissement, c'est je m'épanouis aussi grâce au père AI, grâce aux autres, grâce à la manière dont je vis avec les autres. Le lycée doit être aussi un lycée de citoyenneté, du vivre ensemble. Or, ce lycée participe, je crois, dans sa structure et même dans ses objectifs, dans la manière dont nous devons aujourd'hui contribuer à ce que les jeunes soient les citoyens d'aujourd'hui et de demain. C'est l'illustration de l'école de la confiance, oui. L'illustration aussi de l'école inclusive, hein, où chacun a sa place avec ce qu'il est et ce qu'il souhaite être, avec justement ce gain de confiance. Alors, j'aimerais que l'on s'arrête quand même un petit peu dans le détail. Ça va se passer comment? Plein de gens se posent des questions, les parents, les profs parfois, les jeunes évidemment, le contrôle continu, le grand oral, qu'est-ce que c'est? Comment ça va se passer? Non pas à quelle sauce je vais être mangé, mais véritablement comment je peux me préparer? Est-ce que ça ne va pas être le contrôle continu, un examen tous les 3 mois? Voilà, dites-nous un petit peu concrètement, peut-être vous qui êtes proviseur donc, au sein du lycée Gutenberg à Créteil, dites-nous un petit peu comment vous allez aborder ce contrôle continu, ce grand oral. L'objectif, c'est de ne pas solenniser à outre mesure ces examens ou en tout cas ces moments. On passe effectivement d'un bac où quand même la quasi-totalité du bac se jouait sur 6 jours et sur quelques épreuves. Là, effectivement, on est dans un contrôle continu, à partir de la première et jusqu'à la terminale. Il y a un certain nombre d'épreuves, effectivement, mais finalement, ça va être des épreuves vraiment au sens de contrôle continu. C'est-à-dire, voilà, un enseignant, il fait une partie de son programme, il évalue ses élèves, donc il passe une épreuve comme ils font des contrôles. Voilà. Alors, ça serait un contrôle peut-être un petit peu plus important parce qu'effectivement, il va compter pour le bac, mais on doit être dans cette continuité-là parce que c'est d'une continuité des apprentissages aussi. Voilà. Et c'est important dans le contrôle continu que les enseignants et les élèves vont pouvoir trouver leur copie, enfin revoir leur copie. Ils auront leur copie corrigée. Donc ils pourront dire, voilà, j'ai fait ma première épreuve en histoire-géographie, bon là j'ai pas trop réussi sur ce point de vue-là, sur ce plan-là, donc croquis était pas terrible, etc. Eh bien je vais travailler avec mon enseignant pour améliorer ça, puis ma deuxième épreuve, et puis ma troisième épreuve, et ça sera mieux. Alors, revoir sa copie, c'est la copie corrigée de l'examen de contrôle continu, c'est bien ça. Hein, c'est pour pouvoir progresser, notamment sur la méthode, lire tous les commentaires, etc. Ça, c'est vrai que ce n'était pas... Enfin, avant, on n'avait pas accès à notre copie, c'était une note qui tombait, bim. On avait accès à sa copie si on la demandait, mais oui, après, c'était une fois que le bac était délivré, donc de toute façon, ça et puis ceux qui faisaient la démarche, c'était les frondeurs, quoi. Hein. Je pense que le commun des mortels ne demandait jamais sa copie. Oui, puis c'était pas du tout la même démarche de simplement voir sa copie pour voir sa copie une fois qu'on avait le bac ou qu'on n'avait pas le bac d'ailleurs, que de voir sa copie corrigée pour s'améliorer et pour améliorer son travail. Jean-Charles Ringard. Je trouve que votre question est essentielle à ce stade de l'année scolaire. Parce que force est de constater, quand on va sur le terrain, qu'il y a de l'inquiétude des familles. Il y a de l'inquiétude des élèves, il y a des inquiétudes des professeurs. Qu'est-ce que c'est que ce contrôle continu? On va être en examen permanent, au second trimestre, au troisième trimestre de première, au second trimestre, au troisième trimestre de terminale. Bon, on va essayer de redire les choses posément. Premièrement, le contrôle continu, est-ce que c'est un scoop pour la France? La réponse est non. En EPS, on a un contrôle en cours de formation. Il y avait antérieurement des épreuves de cette nature en langue vivante. Il y avait des épreuves de cette nature en sciences expérimentales. Et la voie professionnelle a déjà, depuis bien longtemps, mis en place cette démarche. Ce n'est pas un scoop. Sauf que la grande différence par rapport à avant, c'est que des disciplines un peu majeures, un peu lourdes, on va dire, de l'enseignement général et technologique sont concernées. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que le ministre a souhaité installer du contrôle continu, mais de deux manières. Un, on a le livret scolaire, et deux, on a des épreuves communes à des moments clés de l'année. Deuxième trimestre, troisième trimestre.
vu du côté de l'Europe, nous étions les seuls avec l'Écosse à ne pas avoir installé, dans ce qui est en gros le certificat de fin d'études secondaires, avoir installé du contrôle continu. Savez-vous qu'il y a une majorité de pays, notamment scandinaves, où pour l'obtention de l'équivalent du baccalauréat, ce n'est que des épreuves continues. Alors nous, Français, nous ne serions pas capables d'avoir confiance en nos enseignants, nous ne serions pas capables d'avoir confiance aux élèves pour faire en sorte que, à travers malgré tout le contrôle continu, on puisse évaluer justement le niveau des élèves. Troisième remarque. Le frein, c'était quoi? L'inquiétude, c'était de dire que les professeurs vont parce que d'aucuns mal noter? considéraient que le contrôle continu allait nuire à l'intérêt général et à l'équité nationale d'un examen dit national qui date de 200 ans. C'est pas plus compliqué que ça. D'évaluer, c'était ça, la peur, c'était d'évaluer le bac. Mais est-ce que vous estimez que lorsqu'on leur dit ça, finalement, regardez ce que vous dites, c'est très intéressant. Ce que vous dites finalement, mais est-ce qu'il y a une défiance à l'égard des enseignants? L'enseignant de l'Andivisio, quand il évalue quotidiennement ses élèves, il n'est pas en son âme et conscience parce qu'il a un cadre déontologique, il ne peut pas évaluer justement son élève. Mais qu'est-ce que c'est que cette approche? Donc le fait d'installer le contrôle continu, c'est aussi une marque de confiance. Mais, troisième remarque, et je reviens sur ce que disait le collègue proviseur, effectivement, ces deux formules, livret scolaire et épreuve commune, peuvent donner le sentiment aux jeunes d'être en examen terminal. Allez, on se pose. Hein? On se pose. En quoi consistent les épreuves communes? On va prendre l'histoire-géographie. Entre janvier et février ici, selon les établissements, chaque établissement va déterminer le sujet sur lequel l'élève va en quelque sorte passer son examen. C'est naturellement lié à la progression pédagogique, c'est naturellement lié aux activités de classe que le professeur d'histoire-géographie aura fait entre septembre et janvier. L'intérêt du contrôle continu, c'est pas de piéger les élèves. L'intérêt du contrôle continu, c'est je ne piège pas les élèves, mais je valorise le travail continu des uns et des autres. Je permets à ceux qui ont travaillé de réussir. C'est ça le message. Et on arrête le bachotage. Et on arrête le bachotage. Ça, c'est Et puis finalement, on apprend vraiment. L'inquiétude des élèves, que je peux comprendre, hein, que j'entends, ne doit pas être surévaluée. Ils ne vont pas être, dans les sujets qu'ils vont avoir en janvier et février, ils ne vont pas être questionnés sur des parties de cours qu'ils n'ont pas vues. Ça serait absurde. Ils ne vont pas être questionnés sur des éléments qui n'ont pas en partie été préparés, y compris dans la typologie des sujets. Je répète, contrôle continu, on ne piège pas les élèves, mais on fait réussir ceux qui ont travaillé. S'agissant des enseignants, là aussi, il faut essayer de dédramatiser. Est-ce que les enseignants sont en capacité de faire? Mais bien sûr. Les enseignants sont des professionnels. Ils ont pratiqué ça. Quand ils faisaient un devoir sur table ou quand ils faisaient un bac blanc, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? La même chose. Bon, donc on est dans la même veine. En revanche, il est vrai qu'il y a quelques garanties nationales, parce que ça participe du bac, qu'il a fallu apporter. Et je vais en citer deux de garanties nationales. Le premier, c'est le sujet. Alors, est-ce que moi qui suis prof d'histoire-géographie à l'Andivisio, ou moi qui suis prof de géographie, d'histoire-géographie, au lycée La Bruyère Versailles, est-ce que je vais disposer de sujets équivalents? La réponse est oui. Parce qu'a été créée une banque nationale des sujets, dans laquelle je vais puiser. Mais moi qui suis parent d'élève de l'Andivisio, est-ce que mon élève va avoir un sujet qui sera plus difficile ou moins difficile que celui de Versailles? La réponse est non. Et pourquoi elle est non? Parce que l'inspection générale, qu'il faut saluer, dont il faut saluer le travail, fait en sorte de donner des garanties d'équité et d'équilibre dans la difficulté entre les sujets. Mais, troisième garantie qui est importante de dire, qui va choisir les sujets? C'est le chef d'établissement de l'Andivisio. Pour ce qui concerne l'Andivisio, c'est le chef d'établissement de Gutenberg qui va choisir pour Gutenberg. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Les enseignants vont choisir en fonction de la progression pédagogique qu'ils ont réalisée, sans piéger les élèves et en veillant à faire réussir ceux qui ont travaillé. Alors, Julien Lalive, on est le 22 novembre. Quel est le calendrier pour arriver jusqu'au bac, pour l'organisation justement de cette réforme? Comment vous allez vous organiser? Quelles sont les prochaines étapes?
On parlait du contrôle continu, il y a le grand oral. Alors pour nous, effectivement, de façon très pragmatique, là ça va être les premières, ce qu'on a appelé dans notre jargon les E3C, donc épreuves communes de contrôle continu, qui vont arriver effectivement très rapidement. Donc c'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé avec les enseignants. Voilà, en conseil d'enseignement, on a réuni, j'ai réuni les professeurs d'histoire-géographie en disant écoutez, voilà comment on fait, etc. Voilà, il n'y a pas de difficulté majeure en tout cas pour l'instant, donc ça c'est la première étape. On va avoir le moment pour nos élèves de première où ils vont devoir choisir les 2 enseignements de spécialité qu'ils vont conserver pour l'année prochaine, ça va être au 2e trimestre, et ensuite il va falloir qu'on se projette aussi sur le 3e trimestre avec de nouveau une série d'épreuves communes de contrôle continu. Il y aura un petit peu plus de matière que sur la première, le bac de français qui va arriver en examen final. Voilà, et ensuite on sera sur l'année de terminale pour nos élèves de première, parce qu'ils passeront en terminale l'année prochaine. Dans le calendrier, et sachant la période à laquelle nous sommes, et ce que nous écoutons du terrain, j'insiste, hein, il y a un autre sujet qui préoccupe les élèves et les familles, et en partie les enseignants. L'enseignement supérieur, comment ça va se passer cette affaire-là? Comment, en ayant choisi les enseignements de spécialité, je vais pouvoir avoir quelques garanties d'enseignement supérieur? Est-ce que les universités, les écoles d'ingénieurs, les classes préparatoires aux grandes écoles, les IUT, est-ce que finalement ils ne vont pas dévoyer la réforme? Est-ce que finalement ils ne vont pas préconditionner de l'affectation en fonction du parcours du jeune? La réponse est non. Avec 460 combinaisons, je ne vois pas comment ils pourraient faire. Il y a une règle qui a été établie par les 2 ministres, enseignement supérieur et éducation nationale. La règle, c'est aucune formation supérieure. Je vais le dire posément, pour rassurer. Aucune formation supérieure ne peut exiger une combinaison d'enseignement de spécialité en particulier. Je répète, aucune formation d'enseignement supérieur ne peut exiger une combinaison d'enseignement de spécialité en particulier. Bon, deuxième remarque. Je suis aussi parent d'élèves. Le 16 décembre, c'est un point important pour elles, ils vont bénéficier d'un outil exceptionnel qui s'appelle Horizon 21, sur lequel ils vont pouvoir s'amuser à tester toutes les combinaisons possibles pour se dire, ben voilà, quand je fais ces 3 combinaisons, voilà les horizons de formation et voilà mes univers de métier. Et le 20 décembre, deuxième rendez-vous à ne pas manquer, ils vont pouvoir disposer de Parcoursup, c'est-à-dire des 14 600 formations d'enseignement supérieur, sur lesquelles ils vont avoir des éclairages sur les attendus, afin que moi, parent d'élève, je puisse, grâce à ces informations, structurer une logique de parcours de réussite de mon élève entre ce qui se passe au lycée et ce qui se projette sur l'enseignement supérieur. Donc, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, petit message aux familles. Voilà, adressez-vous directement à la caméra. Voilà, c'est ici. Avant le sapin de Noël, sachant que les conseils de classe du 1er trimestre auront été terminés, j'aurai donc de l'information sur le niveau de mon enfant. Je vais pouvoir disposer de 2 outils, 16 décembre, 20 décembre, à partir desquels, information du conseil de classe et outils, je vais pouvoir mieux choisir peut-être les 2 enseignements de spécialité que je vais garder et sur lesquels je vais me prononcer fin mars 2020. Mais si je suis élève de terminale, eh bien je vais pouvoir aussi essayer de voir quels sont les bons parcours, en tout cas les éléments de réussite pour l'enseignement supérieur, sachant qu'à concurrence du 20 janvier 2020, je vais commencer à exprimer les vœux pour l'enseignement supérieur. Donc on essaye de créer des conditions pour rassurer, même s'il y a de l'inquiétude parce que c'est nouveau, mais il faut faire confiance. Il faut faire confiance aux hommes et aux femmes. C'est comme ça qu'on fait vivre et c'est comme ça qu'on réussit. On fait confiance aux jeunes, on fait confiance à leur équipe encadrante. Et puis, voilà, toute bonne chose a une fin. On a dit beaucoup de choses. On en reparlera fatalement parce qu'on va parler de post-bac, de Parcoursup, pardon. On va parler aussi de la filière en voie professionnelle. On parlera aussi de l'engagement, de la responsabilité des jeunes dans leur choix à se déterminer. Donc, en tout cas, ainsi se termine cette première partie de l'émission consacrée au nouveau lycée. Merci beaucoup, Julien Lalive. Merci beaucoup, Jean-Charles Ringard, d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour une prochaine émission. Merci.